Donc, il s'agit en fait du fonds des archives personnelles d'Henri Vallon, à droite. Voilà. Donc, ces archives personnelles d'Henri Vallon sont entrées aux archives nationales en plusieurs temps. En 1976-1977, en 1989, qui est le fonds principal, en 2007 et en 2008, et selon différentes modalités, dont dépôt, mais la plus grande partie du fonds, donc, comme je l'ai dit, a été déposée en 1989 sous contrat de dépôt aux archives personnelles et familiales, qui à l'époque était la section des archives privées. Donc, les cartons cotés 360 AP3 à 30 ont fait l'objet d'un répertoire numérique détaillé, donc par Madame Françoise Parot et moi-même, répertoire dactylographié qui a accompagné le dépôt du fonds aux archives nationales et qui a été publié ultérieurement en 2001 dans la revue des sciences humaines. En fait, c'est à la suite du classement pour versement, toujours sous contrat de dépôt, aux archives nationales, des archives d'Henri Pierron, qui ont été cotées postérieurement en 520 AP, par Françoise Parot, donc, qui était alors maître de conférence en psychologie à l'Université de Paris, et moi-même, de Paris 5, qui était détaché donc, à la Cité des sciences et de l'industrie, que M. René Zazot, qui était professeur de psychologie à l'Université de Nanterre, et sa femme, Mme Bianca Zazot, et Mme Hélène Grassot-Alfondéry, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui avaient pris contact avec nous pour envisager le dépôt aux archives nationales des archives d'Henri Vallon, qui étaient alors conservées au laboratoire de psychologie de l'enfant, installé dans les locaux de l'Institut national d'orientation professionnelle, rue Gay-Lussac, à Paris. En effet, à la mort d'Henri Vallon sans enfant, en 1962, ses héritiers, conscients de la nécessité de préserver l'unité d'un ensemble de documents constituant un patrimoine scientifique, avaient demandé à ses deux plus anciens collaborateurs d'Henri Vallon, donc M. René Zazot et Mme Grassot-Alfondéry, de bien vouloir assurer la responsabilité de ces archives et, tout en préparant la publication de textes inédits d'Henri Vallon, de statuer en accord avec les héritiers sur la destination future de ces dossiers. Une note qui était conservée au laboratoire de psychologie de l'enfant et qui nous a été confiée par Mme Grassot-Alfondéry lors du classement du fonds, établie en décembre 1967-5, en concertation avec les représentants de la famille, rappelle les dispositions qui ont été prises alors pour assurer la conservation des papiers scientifiques d'Henri Vallon. Bon, cette note est assez intéressante et je vais vous la lire en entier parce que je pense qu'elle est assez intéressante à la fois pour les papiers d'Henri Vallon et dans le cadre plus général des archives des scientifiques, enfin personnelles des scientifiques. Donc cette note, intitulée « Papiers scientifiques d'Henri Vallon », s'interroge sur le sort qui doit être réservé à ces papiers. Dans la succession d'Henri Vallon, un problème délicat se posait, celui de la destinée de ces manuscrits et travaux scientifiques. Il ne pouvait être question de les disperser entre les différents héritiers ou au cours d'une vente publique, encore moins de les détruire. Il semble que tous les héritiers seront d'accord pour penser que cet ensemble doit rester réuni et placé en un lieu qui lui assure la pérennité et où tous ceux qui s'intéressent à la pensée d'Henri Vallon pourraient les consulter. Mais parmi ces manuscrits, certains étaient en cours et Henri Vallon y a travaillé jusqu'à la veille de sa mort. De l'avis de ses élèves, certains méritent d'être publiés. Il était donc nécessaire de procéder à un tri, demandant une connaissance approfondie de la pensée d'Henri Vallon. Il nous a semblé qu'on ne pouvait faire mieux que de s'adresser à ceux qui ont jusqu'à la dernière heure collaboré avec lui, et nous avons demandé au professeur Zazot et à Mme Grassot-Alfondéry de bien vouloir s'en charger. Ils établiront un relevé sommaire de ces notes, mettant à part ce qui peut être détruit, et d'autre part ce qui mérite d'être publié, étant entendu, premièrement, qu'aussi bien pour la destruction que pour la publication, le consentement de la famille d'Henri Vallon sera demandé au préalable. Deuxièmement, qu'après publication des uns, tri des autres, ces manuscrits rejoindront l'ensemble des manuscrits d'Henri Vallon. Cet ensemble, une fois réuni, les héritiers décideront de sa destinée. Bibliothèque nationale, bibliothèque de la Sorbonne, laboratoire de psychobiologie de l'enfant, école pratique des hautes études, 3e section. Ainsi, tout en respectant les droits de la famille, pourra-t-on sauvegarder un patrimoine scientifique qui déborde le cadre national, familial. Les sous-citiers se sont mis d'accord sur ces dispositions. Donc en décembre 1965, la date exacte était restée en blanc, mais le document est bien signé. Monsieur le professeur Zazot, Madame Grassot-Alfondéry, Docteur Émile Vallon, Mademoiselle Sibonne Vallon, Docteur Denis Vallon. Donc moi, je pense que cette note pose bien tous les problèmes qui se posent autour des papiers personnels des scientifiques et c'est pour ça que j'ai tenu à la reproduire intégralement.
À la suite de la rédaction de cette note, les dossiers provenant pour partie du domicile d'Henri Vallon et pour partie du bureau de celui-ci au laboratoire de psychologie de l'enfant rue Gay-Lussac, après leur réunion dans les locaux du dit laboratoire, ont fait l'objet d'une analyse et d'un premier classement par les soins de Mme Bianca Zazo dans les locaux même du laboratoire, et en partie dans le bureau qui avait été occupé par Henri Vallon. 20 ans plus tard, lors d'une réunion de concertation et donc à l'issue du classement des archives d'Henri Pierron, qui elle était conservée à l'Institut de psychologie de Paris 5, rue Serpente, à la suite lors d'une réunion de concertation entre M. et Mme Zazo, Mme Françoise Parot, M. Laurent Morel, qui était alors conservateur des Archives nationales en mission auprès du rectorat de Paris, et que je tiens à remercier, bien qu'il ait changé de fonction depuis, parce qu'il nous a beaucoup aidés, en particulier en mettant à notre disposition une partie du dépôt des archives du rectorat de Paris. Et moi-même, en juin 1987, il fut décidé de transférer ces dossiers, après information de Mme Henriette Bloch, directeur du laboratoire de psychologie de l'enfant, dans les locaux du service des archives du rectorat de Paris, où elles seraient classées et inventoriées avant d'être déposées aux archives nationales. Donc, le compte-rendu de cette réunion indique par ailleurs que de nombreux documents sont encore en possession de diverses personnes, de la famille ou non, et qu'un avis informant de la constitution de ce fonds d'archives et demandant à ceux qui en détiennent de prendre contact avec l'un des présents sera passé dans les revues spécialisées. Alors je pense que cet avis a été effectivement publié, mais que ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Donc, le transfert des archives conservées à l'INOP fut effectué le 29 juin suivant, donc très rapidement, au service des archives du rectorat de Paris, et le procès-verbal établi à l'occasion de ce transfert communiqué au service des missions des archives nationales qui coiffait donc à l'époque le service des archives du rectorat de Paris. C'est donc à cette occasion que nous avons appris l'existence aux archives nationales d'un premier fonds Vallon déposé en 1981 par le docteur Denis Vallon, côté 360 AP, comportant 2 cartons de correspondance adressés entre 1898 et 1921 à Henri Vallon. Donc il s'agissait de correspondance passive. Il fut alors décidé que les dossiers qui nous avaient été confiés par M. et Mme Zazo et Mme Gracio-Alfandéry seraient cotés à la suite de ces premiers cartons. Donc les cartons que nous avons nous-mêmes classés ont été cotés 360 AP 3 à 30. Le classement de ces dossiers, qui donc avait fait l'objet d'un espèce de premier récollement par Mme Zazo, et donc qui constitue à proprement parler les archives personnelles d'Henri Vallon, auxquels sont venus s'ajouter ensuite quelques documents qui avaient été conservés par Mme Gracio-Alfandéry et M. Zazo, qui, cela éclaire à la fois la diffusion de l'œuvre d'Henri Vallon et son activité politique. Donc c'est des documents qui ont un statut un petit peu particulier. Donc ce classement a été entièrement repris par Françoise Parot et moi-même, et donc a permis l'établissement d'un répertoire numérique détaillé selon les normes des archives nationales, avec une introduction, un sommaire et un index, je crois. Je ne me souviens plus si on a fait un index. Ce répertoire numérique détaillé, ainsi que le projet de contrat de dépôt aux archives nationales, fut présenté en octobre 1989 à Mme Simone Vallon, représentante des héritiers, qui était alors conservateur à la Bibliothèque nationale de France, et le fonds transféré aux archives nationales, au service des archives privées, et conservé à Paris jusqu'à son transfert ici à Pierrefitte. Les différents documents conservés dans ce fonds conserve tant les activités administratives et politiques d'Henri Vallon que son activité scientifique de médecin, de chercheur et de professeur, mais surtout ses activités scientifiques. Et les nombreuses interférences entre ces différents types d'activités n'ont d'ailleurs pas toujours permis un classement aussi rigoureux qu'il eût été souhaitable, suivant les normes des archives. Donc, nous avons préféré classer en tête les dossiers à caractère administratif. Le premier carton comporte plusieurs dossiers relatifs à des commissions et comités sur l'enfance délinquante et déficiente, un dossier sur le laboratoire de psychologie de l'enfance, un dossier sur le Centre international de l'enfance et 2 dossiers de nature un peu différente sur la filmologie et les prises de position d'Henri Vallon sur la bombe atomique. Donc ça, c'est des documents qui ont été produits par Henri Vallon lui-même, mais dans le cadre de la direction de laboratoire. Donc c'est plutôt des papiers administratifs ou d'activité politique, donc c'est plutôt des papiers, disons, à caractère administratif. Les 2 cartons suivants regroupent les documents relatifs à la commission de réforme de l'enseignement, dite commission Langevin-Vallon, de 1920 à 1960. Donc il s'agit là de documents
également administratifs, donc qui ont été reçus par Henri Vallon dans le cadre de ses fonctions, procès-verbaux de la commission et des différentes commissions, correspondance adressée à Henri Vallon, mais aussi rapports sur différents problèmes de l'enseignement envoyés à Henri Vallon en tant que vice-président, puis président de la commission. Donc c'est un fonds qui est relativement petit, 2 cartons seulement, mais qui est précieux parce qu'on a quand même quelque chose d'assez solide sur la commission Langevin-Vallon. Les 3 cartons suivants comportent des fiches de malades classées par Henri Vallon lui-même, qui reflètent son activité en tant que médecin et psychiatre, et en particulier pendant la Première Guerre mondiale. Il y a toute une série de dossiers là qui sont à caractère médicaux, qui permettent d'établir une certaine typologie sur les traumatismes de guerre, donc sur lesquels Piron avait également travaillé. Viennent ensuite les dossiers portant plus particulièrement sur l'activité d'Henri Vallon comme chercheur et comme professeur, au sens qu'on accorde généralement ce terme de chercheur, qui regroupe les protocoles de tests mis au point et utilisés par Henri Vallon, ainsi que les résultats d'un certain nombre de sujets à ces tests. Le carton 360 AP15 contient en outre les matériaux rassemblés par Henri Vallon pour sa thèse sur l'enfant turbulent, soutenue en 1925, ainsi qu'un exemplaire dactylographié de celle-ci. Nous avons ensuite les notes de préparation de ses cours à la Sorbonne et au Collège de France, donc là qui sont des notes manuscrites entièrement rédigées à la main, qui avaient été classées lui-même par année, ainsi que 2 cartons ensuite qui regroupent les textes et notes de préparation d'un certain nombre de conférences et cours professés ailleurs qu'à la Sorbonne et au Collège de France, essentiellement en France et à l'étranger, datés ou non datés. Donc on s'est efforcé dans la plus grande partie des cas de voir où ces conférences avaient été prononcées, mais ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, un carton comporte des manuscrits d'œuvres d'Henri Vallon, donc des manuscrits qui, pour la plupart, sont inédits, et en particulier les textes réunis pour son œuvre à la lumière du marxisme. Enfin, les cartons 21-27 comportent les dossiers de notes de travail laissés par Henri Vallon, et dans la plupart des cas, nous avons respecté les regroupements et le classement qui avaient été établis par Henri Vallon lui-même. Donc, ces cartons regroupent les notes sur les fonctions mentales, moi et l'autre, la vie affective et la personne, la motricité, travail et orientation professionnelle, la psychologie physiologie, écriture et dessin d'enfant, les vibrules et la mentalité primitive, sur le développement, sur la pathologie, phonétique. Et puis il y a un carton de divers, comme toujours, de textes qui ne sont pas forcément très identifiés. Mais les titres que je vous ai cités ont été portés par Henri Vallon lui-même sur ses chemises, et donc nous les avons respectés. On a juste essayé de mettre un petit peu d'ordre à l'intérieur, pas toujours très bien. Enfin, le dernier carton est plus composite, et on peut signer en particulier un petit dossier intitulé par Henri Vallon « Recherche à faire ». À ces dossiers donc, qui constituent à proprement parler les archives personnelles d'Henri Vallon, ont été joints des documents communiqués pour l'essentiel par Madame Gracio Alfonderi, mais dont certains avaient transité par Monsieur Zazo, qui ont été donc regroupés dans les 2 derniers cartons. Il s'agit d'une part de documents qui éclairent à la fois la diffusion de l'œuvre d'Henri Vallon et son activité politique, cette dernière étant, comme vous l'avez vu, peu représentée dans le reste du fonds, et aussi des documents à caractère personnel. Il convient en particulier de signaler 85 lettres d'Henri Vallon à Henri Daudin, qui avait été professeur d'histoire de la philosophie à la faculté des lettres de Bordeaux, et qui était un ami intime d'Henri Vallon, qu'il avait connu lors de sa scolarité au lycée Louis-le-Grand. Enfin, il faut dire que d'autres notes de cours, de lecture et de conférences, mais en très petit nombre, qui proviennent directement d'Henri Vallon et qui auraient dû être joints à ce fonds, sont conservés dans le fonds d'archives de René Zazo, parce qu'ils nous ont été confiés par Madame Bianca Zazo lors du classement des archives d'Henri Zazon, qui ont été versées également aux archives nationales, mais très récemment, en 2013 ou 2014, je ne me souviens plus. Et donc, 2014, c'est ça. Côté 760 AP 64. Donc, ces dossiers, plutôt que de les rajouter dans le fonds Vallon, qui aurait supposé de reprendre l'inventaire, etc., ont été joints au fonds d'archives de René Zazo, dans la mesure où il nous avait été confié par Monsieur Zazo, enfin Madame Zazo, et conservé par Monsieur René Zazo. Et c'est parce que ces dossiers qui émanaient d'Henri Vallon, semble-t-il, avaient été confiés par Henri Vallon à René Zazo,
Ils ont donc été joints à ce fonds sous la cote 760 AP 64, ainsi que quelques petits documents qui avaient été conservés par Madame Gracio Alfanderi et qui avaient été ensuite confiés à Monsieur Zazo. Qui nous avait... Donc, c'est toujours très compliqué de suivre la trace des documents eux-mêmes. Donc, nous avons préféré joindre ces fonds à un fonds bien identifié plutôt que d'essayer de les remettre dans le fonds Vallon ou dans le fonds Gracio Alfanderi ou dans le fonds Zazo, dans la mesure où maintenant, grâce à l'informatisation des inventaires, on peut faire des recherches qui nous ressortent éventuellement les différents dossiers ainsi dispersés. Donc je pense qu'il y a d'autres, effectivement, en ce qui concerne le plan Langevin-Vallon, etc., il faut effectivement consulter également les archives, disons, administratives issues du ministère de l'Instruction publique et de l'Éducation nationale.